Le projet de budget pour l'exercice 2017 a été adopté aujourd'hui par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Il est estimé à plus de 6 501 milliards de francs CFA. 344 femmes sont candidates aux élections législatives de décembre prochain contre plus de 2000 hommes. Le nombre de femmes qui reste relativement faible sur un ensemble de 1153 candidatures. L'action des sapeurs-pompiers mise à rude épreuve par des personnes qui donnent de fausses alertes, des bouches d'incendie sont même détruites, des conducteurs qui ne cèdent pas le passage. Nous en parlerons dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le projet de budget de l'État ivoirien pour l'exercice 2017, estimé à plus de 6 501 milliards de francs CFA, a été adopté aujourd'hui par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Une boussole pour la mise en œuvre du PND 2016 à 2020. Le texte est projeté à 8,9% de taux de croissance. Noël Niagnon nous éclaire là-dessus. Le projet de budget des finances 2017 a reçu ce lundi l'onction des députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ils étaient 31 parlementaires présents sur les 41. La loi de finances 2017 s'équilibre en recettes et en dépenses à 6 501,4 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 5,4% par rapport au budget 2016. Priorité de ce budget 2017, les investissements consacrés à la réduction de la pauvreté. Si vous regardez le budget 2012, par exemple, les dépenses d'investissement représentaient moins de 20% du budget de l'État. Aujourd'hui, les dépenses d'investissement proposées dans le projet de budget 2017 représentent environ le tiers du budget de l'État. Les dépenses qu'on appelle par exemple les dépenses pro-pauvres, donc les dépenses en matière de réduction de la pauvreté, se chiffrent à 2216 milliards de francs CFA, en hausse de 10% par rapport à l'année 2016. Autre secteur ayant un impact sur la réduction de la pauvreté, les collectivités territoriales. Ici aussi, des efforts sont soulignés. En 2013 et 2017, le budget alloué aux collectivités territoriales a été augmenté de 50%. Est-ce que nous devons faire plus? Sûrement. Les prévisions de recettes sont fixées à plus de 3,343 milliards de francs CFA. Elles vont occasionner une pression fiscale de l'ordre de 16,8% et mobilisée à plus de 60% par les régies financières. Avant l'adoption de la loi de finances, les députés de la Commission ont validé la loi de rectification de l'ordonnance 2016-205 du 6 avril 2016, portant exonération de taxes et redevances à l'exportation du cacao, telle que ratifiée par la loi numéro 2014-853 du 22 décembre 2014. La première usine de montage de transformateurs et d'interrupteurs aériens à coupure manuelle de la sous-région a été inaugurée ici même à Abidjan. C'est le fruit d'un partenariat technique avec une entreprise turque. Cette usine est montée à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Elle emploie 68 travailleurs permanents, 20 contractuels et compte en employés 100 en 2018. Alexis Ouedraogo était dans la commune de Yopougon. Adama Koné regarde avec émotion la médaille de l'Ordre du Mérite que vient de lui remettre le Premier ministre. Son exploit, la création d'une fabrique de transformateurs électriques, elle est la première de la sous-région ouest-africaine. Les transformateurs et puis les IACM. Sans les transformateurs, on ne peut pas avoir de l'électricité. Aujourd'hui, les transformateurs qui coûtent peut-être $2000, se retrouve avec un transformateur de peut-être 1000 et quelques poussières euros. $2000, soit 1 million de francs CFA, qui passe aujourd'hui à 700 000 francs CFA pour un transfo made in Côte d'Ivoire. Un gain important pour les acteurs du secteur de l'électricité qui ont répondu présents ce lundi pour inaugurer l'usine. À leur tête, le chef du gouvernement. La politique d'expansion de Technotransfo est un signal fort, positif, pour le gouvernement et un appel à tout le secteur privé national et étranger. Il s'agit pour vous, acteurs du secteur privé, de vous mobiliser pour la réalisation de tous ces projets porteurs. Électrification rurale ou de groupes industriels, cette réalisation qui a bénéficié de l'expertise turque vient apporter du souffle au secteur de l'électricité et entend offrir une centaine d'emplois d'ici 2018.
L'inauguration a d'ailleurs été l'occasion pour le Premier ministre de visiter les locaux et rappeler les facilités mises en œuvre par l'État pour encourager l'investissement en Côte d'Ivoire. Seulement 12% de femmes sont candidates aux élections législatives de décembre prochain, soit au total 344 femmes contre plus de 2000 hommes sur un ensemble de 1153 candidats à l'assaut de 255 sièges dans 205 circonscriptions. Une bien maigre participation des femmes décryptée ici par Sidonie Waka Davila. Les femmes occupent 9,80% des sièges à l'Assemblée nationale, un chiffre assez parlant auquel elles tentent de donner une explication. L'analyse ressort 3 points. Le premier point, c'est la faible capacité des femmes en termes de connaissance de l'environnement juridique des élections et comment il faut organiser une campagne électorale pour qu'elle soit réussie. Le deuxième point, elles ont moins de ressources. Donc, de par cette situation, elles sont handicapées. Le troisième point, c'est une faible volonté politique. Les femmes, manifestement, sous-représentées au sein des assemblées élues, veulent accroître leur pourcentage avec une recette bien à elles. Ce sont des actions de plaidoyer auprès des autorités gouvernementales et auprès des différents partis politiques. Nous avons organisé des sessions de formation pour renforcer les capacités des femmes qui sont candidates. La faible représentativité des femmes est une situation assez frustrante pour elles dans la mesure où la gente féminine joue un rôle primordial dans le développement économique et social du pays. Les femmes dans l'arène politique ne veulent plus être en arrière-plan. Il est important d'encourager les femmes qui rentrent dans la politique en se portant candidates, de leur donner des conseils. Donc j'estime que c'est un bon départ pour les accompagner, pour les appuyer et surtout pour attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur la volonté et l'engagement des femmes ivoiriennes à occuper la place qui est la leur dans la vie socio-politique de leur pays. Pour les législatives 2016, 344, soit 12% de candidats titulaires et suppléants sont en lice pour briguer un siège à l'Assemblée nationale. Il faut changer un moment pour voir de quoi est capable la femme. Je me présente pour pouvoir porter la voix du Léboutou à l'Assemblée nationale. Pour l'épanouissement de la population, ma stratégie doit se baser sur l'approche participative. Vu les difficultés des parents dans le département, pourquoi ne pas être parmi les élus pour être aujourd'hui pour les défendre mieux à l'Assemblée et peut-être faire des propositions de loi par rapport à leur situation actuelle. En dépit de leur faible représentativité, les femmes sont convaincues de pouvoir changer la donne un jour. Dans la perspective d'une démocratie et d'un développement, elles attendent les encouragements de tous pour remporter ces législatives. À l'approche donc des législatives, la ACA a pris des décisions en vue de permettre la couverture de ces élections par les médias audiovisuels publics et privés. Le Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle a même adopté le cadre réglementaire devant régir la couverture médiatique des législatives en session ordinaire. Et c'était le 24 novembre dernier. Sylvie Toury. Réunie en session ordinaire le jeudi 24 novembre 2016, la ACA, la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, a pris 3 décisions en vue de permettre aux médias audiovisuels de service public ainsi que ceux du secteur privé d'assurer la couverture de ces élections législatives. En ce qui concerne les médias audiovisuels de service public, à compter de la publication de la liste des candidats par la CEI, les médias audiovisuels de service public doivent veiller à un accès équitable à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques, ainsi qu'au respect des principes de pluralisme, des courants d'opinion et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. À compter de l'ouverture officielle de la campagne électorale, les médias audiovisuels des services publics doivent veiller dans la programmation des journaux, reportages, débats et émissions spéciales dédiées à la campagne, au respect du principe de l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique.
En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées commerciales, dites radio commerciales, durant la période de la campagne électorale, les radiodiffusions sonores privées commerciales, désireuses de couvrir la dite campagne, doivent veiller au respect du principe de l'accès équitable à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques, dans les circonscriptions électorales dont elles assurent la couverture médiatique. En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites à radio de proximité, dans le cadre de la campagne électorale, la ACA autorise les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites à radio de proximité, à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la sensibilisation sur le scrutin et à relayer, y compris en synchrone, les émissions spéciales ou d'information diffusées sur les médias de service public. Ces radios demeurent cependant, conformément à la réglementation en vigueur, interdites de produire, de programmer et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la ACA tient à préciser que les médias audiovisuels dans leur ensemble ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante en CEI. La ACA, pour une couverture médiatique réussie de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, tient au respect scrupuleux de cette décision. Passation de charge ce matin au ministère des Affaires étrangères. Le ministre sortant Albert Mabry-Touaqueuse a remis les dossiers en cours au directeur de cabinet du président de la République, Marcela Montano, qui devient ministre des Affaires étrangères par intérim. 2 organisations font la promotion de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Cette charte a été adoptée en 2007, mais reste méconnue, dont un atelier à l'intention des étudiants et des enseignants d'université. Serge Collea et Ibrahim Tonkara ont assisté à la formation initiée par le Bureau de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et l'ONG Alerte Internationale. La CADEG, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, est un recueil de 53 articles adoptés en janvier 2007 par l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Dans une Afrique sans cesse en proie à des crises sociopolitiques, la Charte entend promouvoir notamment la démocratie, les droits de l'homme, les élections transparentes et la bonne gouvernance. Cette Charte africaine contient des valeurs en termes de démocratie, en termes de gouvernance et des valeurs en termes de gestion des élections dans un pays. Et pour nous, il est important que la Côte d'Ivoire, qui sort d'une décennie de crise, il est important pour nous que nous puissions faire la promotion de cette charte-là. Pour les étudiants et enseignants présents à cet atelier, la charte est une espérance pour l'Afrique, un instrument dont il faut absolument s'approprier. En tant que juriste aussi, cela nous permettra de mieux approfondir nos connaissances pour mieux répondre aux questions concernant les droits de l'homme. Les questions électorales sont des questions épineuses sur le continent. Cette table ronde permettra de vulgariser les instruments, cet instrument novateur qu'est la charte africaine. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance a été signée le 11 juillet 2009 par la Côte d'Ivoire et ratifiée le 16 octobre 2013. Mais près de 10 ans après son adoption par l'Union africaine, plusieurs pays du continent restent plongés dans des crises sociopolitiques. Le procès de Simone Gbagbo a repris aujourd'hui au palais de justice d'Abidjan 15 jours après sa suspension. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo n'était pas présente à cette audience. Poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Simone Gbagbo a été représentée par ses avocats aujourd'hui à la barre. Herman Guivet. Palais de justice d'Abidjan, reprise du procès Simone Gbagbo ce lundi. Presse nationale, presse internationale et autres curieux attendent dans les couloirs du palais de justice. Les portes de la salle d'audience s'ouvrent. Constat, Simone Gbagbo n'est pas présente. Ses avocats, eux, sont dans la salle. Une présence des avocats de la défense dont la Cour se réjouit. Depuis la décision de Mme Gbagbo et de ses avocats de ne pas comparaître, l'audience avait été renvoyée à la date d'aujourd'hui avec des avocats commis d'office. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a estimé qu'il était mieux que les avocats
habituel de Mme Gbagbo puisse continuer de la défendre parce qu'ils connaissent mieux le dossier, qu'ils suivent depuis 4 ans. Il a entrepris auprès de ses avocats et de moi-même une médiation pour les amener à changer de décision et à revenir à l'audience. Fort heureusement, cette médiation a abouti et comme vous le voyez ce matin, ces avocats sont là. Le président a renvoyé cette audience à demain pour qu'il propose un nouveau calendrier pour la suite de l'audience. Elle sera là demain puisque ses avocats sont là, ils vont lui demander de venir, elle sera là demain. Aujourd'hui, nous revenons grâce à la médiation du bâtonnier et considérer que plus aucune citation n'a été annulée. Ceux dont la Cour avait décidé de passer outre, elles n'ont pas plus outre ces personnes. Nous avons la possibilité, à partir de demain, conformément au calendrier, de citer tous les acteurs des faits sans exception. Une des requêtes formulées par la défense, la comparution des personnalités citées. Une disposition prévue par le Code pénal. Le Code prévoit la manière dont sont reçus le témoignage de certaines personnalités, des présidents d'institutions, les ministres et autres. Ça suppose d'abord que cette demande soit présentée en Conseil de ministres, que le Conseil de ministres donne son autorisation et que cette autorisation soit actée par un décret du président de la République pour que le ministre ou le président d'institution puisse comparaître. Il appartenait aux avocats de Mme Gbagbo qui savaient qu'ils voulaient faire citer ces personnes, de prendre les dispositions depuis le début de cette assise, depuis mai, pour que ces différentes formalités soient accomplies. L'acte suivant de cette procédure judiciaire se tiendra ce mardi 29 novembre 2016. Ouverture de la deuxième session de la cour d'assises au tribunal de Yopougon. 10 affaires criminelles seront jugées lors de ces assises, dont l'affaire de l'assassinat de Yves Lamblin lors de la crise post-électorale. Yves Lamblin, un industriel ivoirien d'origine française qui a dirigé pendant 30 ans un groupe privé en Côte d'Ivoire. La deuxième session de la cour d'assises d'Abidjan pour l'année judiciaire 2015-2016 ouverte. Une rentrée solennelle pour démontrer aux populations que la justice est à leur service. Cette deuxième session sera l'occasion de juger les grands crimes. La cour d'assises aura l'occasion de situer les responsabilités et condamner les coupables. Bien entendu, ceux contre lesquels il n'y aura aucune charge retenue seront acquittés tout simplement. Mais la décision, bien entendu, vient de la cour composée des jurés. Il y a donc un jury qui existe. Et donc, c'est toutes ces personnes-là qui auront la lourde charge, justement, de situer les responsabilités et de rendre un verdict. La justice est le régulateur de la vie en société. C'est pourquoi elle doit être rendue sans qu'une partie ne se sente lésée. Ce que nous attendons de cette justice, c'est qu'elle rende la justice. Non pas, comme je l'ai dit, une justice du prince. On ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Ni une justice, disons, d'un peuple qui crie vengeance. Ce n'est pas ça le but de la justice. C'est une justice corrective, sanctionner ceux qui ont fauté. Une équité bien perçue par le président de cette deuxième session. Votre présence témoigne de la confiance que vous placez en votre justice, en dépit de toutes les critiques et des récriminations infinies qui sont adressées à l'institution judiciaire et à ses animateurs par certains sceptiques. C'est pourquoi nous renouvelons notre engagement de tout mettre en œuvre pour que cette justice puisse répondre à vos attentes et vous donne encore plus satisfaction. Les assises se tiennent tous les 3 mois. Pour cette deuxième session, 10 affaires criminelles seront jugées, au nombre desquelles figure en bonne place l'affaire Yves Lamblin, cet industriel ivoirien d'origine française tué à l'hôtel Novotel pendant la crise post-électorale de 2011. Après les événements qui ont secoué la ville de Bouna, mettant en péril la confiance entre forces de l'ordre et populations, un cadre d'échange et de rencontres est mis sur pied pour rétablir cette confiance. Et c'est une initiative du secrétariat du Conseil national de sécurité. Le reportage de Soro Corona. La réforme 13 du pilier sécurité nationale vise à rétablir et consolider le lien armée-nation et raffermir la confiance entre forces de sécurité et population civile. Cette réforme est désormais lancée à travers le pays.
Le secrétariat du Conseil national de sécurité dirigé par Fidel Sarasoro sillonne le pays pour sensibiliser les populations sur cette nouvelle disposition sécuritaire. C'est la ville de Bouna qui a abrité la 4e étape de cette tournée. Pour rappel, la région du Boukani a connu ces derniers jours de nombreuses heures opposant les forces de sécurité aux populations civiles. Conséquence, perte en vie humaine, destruction de commissariats, de gendarmerie et de biens publics et privés. Durant 2 jours, il a été question d'identifier les sources de méfiance entre la population et particulièrement la jeunesse et les forces de sécurité et renforcer la cohabitation pacifique entre les 2 parties. Tout en saluant cette initiative, et en remerciant le PNUD pour l'appui financier et technique, le préfet de la région du Boukani a invité la jeunesse à la retenue. Message bien perçu par les populations de Bouna. Un comité mixte civilo-militaire a été mis en place. Il aura pour mission de relayer l'information reçue à leur cible, identifier les besoins, un renforcement des capacités afin d'élaborer un plan et chronogramme d'action. Des compétitions sportives sont venues renforcer cette nouvelle alliance entre les forces de sécurité et les populations civiles dans la région du Boukani. Les régions du Poro et du Go sont les prochaines étapes de la tournée du secrétariat du Conseil national de sécurité. Le reportage de Soro Corona a été commenté par Kwadio Kwame. L'action des sapeurs-pompiers est mise à rude épreuve par des personnes qui donnent de fausses alertes. Des bouches d'incendie sont même détruites, des conducteurs qui ne cèdent pas le passage. Les soldats du feu sont pourtant prêts à sauver des vies. L'incivisme des populations est décrié ici dans ce reportage de Eric Ngori. Le secours consiste à porter assistance à quelqu'un qui en exprime le besoin. Le secours peut être un acte individuel ou collectif. Cette tâche est dévolue en premier aux sapeurs-pompiers. En Côte d'Ivoire, les soldats du feu accomplissent-ils leur mission comme il se doit? Des populations se prononcent. Il ne vient pas rapidement, il prend du temps avant de venir. On a un collègue qui avait sa maison qui était en feu. Bon, ils ont appelé les sapeurs-pompiers en tout cas, mais ils ne sont pas vite venus. Des retards qui sont très souvent causés par des actes d'incivisme de certaines personnes qui le font à dessein ou par ignorance. Ces actes rendent difficile l'intervention des sapeurs-pompiers militaires. Il ne se passe pas de jour sans que de fausses alertes ne soient signalées. Les amants, tu ne vois pas quelque chose, tu as téléphoné, que bon, il y a quelque chose ici, venez vite. Mais lorsqu'on n'a rien pour recouper les informations, nous nous déportons. Et nous, malheureusement, nous rencontrons que c'est des fausses alertes. Et oui, des personnes mettent à contribution les soldats du feu en inventant des événements malheureux. Suivez cette scène vécue la semaine dernière en compagnie des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Ils sont sollicités dans une école pour éteindre un incendie. Arrivés sur place, le décor est tout autre. À la vue des sapeurs-pompiers dans l'établissement, la panique est totale. Élèves, enseignants et parents d'élèves n'arrivent pas à comprendre. On constate qu'il y a une alerte, une fausse alerte, puisqu'il n'y a pas d'incendie. Les soldats du feu sont là et nous tous on est surpris de constater qu'il n'y a pas de feu. Je suis le premier surpris. J'ai travaillé jusqu'à 7 heures. Je suis sorti un peu pour me détendre. En revenant, je vois une foule. On m'appelle au téléphone pour dire qu'au bureau, il y a des pompiers. L'incivisme des populations conduit aussi à détruire des bouches d'incendie installées aux abords de certaines grandes surfaces et de certains établissements. Les bouches d'incendie. Ces instruments que nous voyons ça et là dans la ville, malheureusement, les populations ne savent pas à quoi ça sert. Donc, parfois, ces bouches sont vandalisées ou bien sont enfermées dans des constructions anarchiques ou bien dans les marchés. Et lorsque nous arrivons pour une intervention, le camion présent ici derrière moi a 3000 litres d'eau à son sein, mais en 3 minutes, les 3000 litres sont terminés. Alors que parfois, pour éteindre un incendie, il faut plusieurs heures. Donc ce sont ces bouches-là qui permettent de faire le relais et continuer l'extinction. Mais si elles sont vandalisées, forcément, au bout de 3 minutes, il n'y a plus d'eau. L'utilité des bouches d'incendie n'est toujours pas connue. Je n'ai jamais entendu parler de la bouche d'incendie et puis bon, je ne sais pas ce que c'est. Il faut une sensibilisation. Moi, personnellement, je ne savais rien de ça. À côté de cela, il y a des automobilistes qui ne cèdent pas le passage aux sapeurs-pompiers pendant les interventions.
ici en Côte d'Ivoire, l'incivisme est tel que laisser passer un engin de secours, vraiment, ça dérange les gens. Un fait reconnu par ces automobilistes eux-mêmes. À notre niveau, nous, on respecte tout ce qui est corps habillé. C'est-à-dire, quand on dit souvent voiture prioritaire, ambulance, des cortèges, quand on les voit ça, nous, à notre niveau, nous, on laisse la route. Les nouveaux qui sont dedans là, ils ne connaissent même pas. Les apprentis des bagages qui viennent de passer par nous, qui sont ménagés par nous, les gens qui gardent le nom. À ce sujet, le chef des sapeurs-pompiers invite les conducteurs à collaborer. Lorsque un engin de secours des sapeurs-pompiers met en route son gyrophare ou sa sirène, c'est qu'il est en intervention. La collaboration sincère des populations avec les sapeurs-pompiers pourra épargner plus de vies. Vivement que l'incivisme soit combattu afin de faciliter la tâche aux sapeurs-pompiers. La Fondation Adjana Bintou Cissé veut aussi sauver des vies à l'occasion de la commémoration du décès de la mère du président Ouattara. La Fondation Adjana Bintou Cissé a procédé dimanche à la distribution de repas aux malades du CHU de Yopougon. Objectif, donner de l'espoir à ces malades et aux personnes en détresse. Connu par Gassoro. Le président et les membres de la Fondation Adjana Bintou Cissé au centre hospitalier et universitaire de Yopougon, précisément dans les salles d'hospitalisation. Ils sont venus apporter réconfort et espoir à ces malades à travers la distribution de repas froids. Cette action de portée sociale s'inscrit dans le cadre de la commémoration du décès de la mère du président de la République, Alassane Ouattara, en novembre 2005. Rendre hommage à Adjana Bintou Cissé, c'est rendre hommage à une grande dame aux vertus immenses, la profondeur même des vertus. Il était important pour nous, dans ce mois de novembre, d'avoir une pensée pieuse pour elle. Nabi Touré avait à ses côtés le directeur général du CHU de Yopougon et ses collaborateurs, mais également le maire de Tinungwe, commune située à une 60aine de kilomètres de Boaké. Dans ce monde où il y a beaucoup de souffrance, il faut les encourager à multiplier ces actes-là qui apportent le réconfort, qui apportent le sourire à ceux qui souffrent. Quand vous voulez comprendre que la santé que vous avez, c'est un trésor, il faut venir dans les hôpitaux. Donc venir dans l'hôpital, accompagner les malades, c'est vraiment d'une portée spirituelle inestimable. Les bénéficiaires, eux, n'ont pas manqué de traduire leur gratitude aux donateurs. Selon le président de la Fondation Adjana Bintou Cissé, le volet spirituel de cette commémoration du décès de la mère du chef de l'État sera célébré dans la ville de Tinongouin le vendredi 2 décembre prochain. Le tourisme au premier plan dans la ville aux 1000 mosquées. La direction régionale du tourisme de Bondoukou a organisé la journée mondiale du tourisme autour du thème « Promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous ». Des journées qui visent à susciter le goût du tourisme chez les populations locales et à promouvoir aussi les curiosités touristiques de la région. Bondoukou regorge de plusieurs sites touristiques, la maison de Samori Touré, les singes de Soko. Découvrons l'art manuel culinaire et les danses avec Franck Quadio. L'art de filer le coton, étirer les fils avec les kenillas traditionnels ou encore pétrir la pâte d'argile, la retourner et en faire des pots et des ustensiles de cuisine divers et variés. Un pan de la culture du Zanzan et même du Bunkani mis en relief à cette première journée mondiale du tourisme décalée célébrée à Bondoukou. Il y a de la matière à exploiter et qui n'attendent que d'être mise en valeur. C'est cela que la politique du ministère du Tourisme de réhabiliter les sites viendra vraiment à point nommé dans la région du Gontogo. La journée mondiale du tourisme a célébré le 27 septembre dans le monde, puis officiellement à Daoukro en Côte d'Ivoire. L'étape de Bondoukou, décalée certes, a cependant son sens en adéquation avec le thème mondial, promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Les tam-tams, les balafons, tout ça, on a revu ça aujourd'hui. Et ça nous a permis de rappeler certains attraits touristiques de la région qui étaient depuis quelque temps un peu en train de mourir. Des rites et vestiges touristiques à faire revivre donc,
Et Bondoukou en a les caractéristiques. 12 ethnies, donc 12 pratiques culturelles, l'artisanat et la gastronomie par exemple. La journée du tourisme à Bondoukou, un pas posé pour donner à la région son lustre touristique d'antan. L'enjeu est de redevenir la deuxième attraction touristique nationale après Grand Bassam. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.